Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et complexe, les tumeurs de la fosse postérieure. C'est un peu un voyage au cœur d'une zone minuscule, mais absolument vitale du cerveau. C'est un vrai défi médical où vous allez le voir, chaque millimètre compte et où la pression, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Et la question qui va nous servir de fil rouge, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que cet endroit précis, l'arrière du crâne, est si dangereux pour une tumeur? On va mener l'enquête ensemble, une sorte d'enquête anatomique, pour dénicher les indices et comprendre ce qui rend cet emplacement si critique. Allez, on commence notre investigation. Première étape, une petite visite des lieux. Imaginez une salle de contrôle ultra protégée, ultra compacte et surtout vitale. La voilà, cette fameuse fosse postérieure. C'est ce petit compartiment osseux, juste à la base du crâne. Ça n'a pas l'air bien grand, hein? Mais comme on va le découvrir, c'est l'un des endroits les plus densément peuplés en structures essentielles de tout le corps. Et au cœur de tout ça, il y a le tronc cérébral. C'est, c'est littéralement le pilote automatique de notre corps. La respiration, le rythme du cœur, toutes ces fonctions de base sur lesquelles on ne réfléchit même pas, c'est lui qui gère. Tout part de là. Donc, pour faire simple, la fosse postérieure, c'est une boîte osseuse, rigide, qui ne peut pas s'agrandir, impossible de pousser les murs. Et c'est là vraiment que se situe le nœud du problème. C'est le point de départ de toute notre histoire. On enchaîne avec la deuxième section. Maintenant qu'on a planté le décor, on va s'intéresser à cette invitée indésirable, la tumeur, et surtout à qui elle s'attaque le plus souvent. Et là, attention, le chiffre il est vraiment parlant. 70%. 70% de toutes les tumeurs du cerveau chez l'enfant se développent précisément ici. C'est un chiffre énorme. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr. Le cerveau d'un enfant est en plein chantier, en plein développement. Ça rend cette zone particulièrement vulnérable. C'est de fait une préoccupation majeure en neurochirurgie pédiatrique. Alors oui, bien sûr, les adultes aussi peuvent être touchés, mais les types de tumeurs sont complètement différents. Chez l'enfant, on va surtout trouver des tumeurs qui naissent là, comme l'astrocytome ou le méduloblastome. Chez l'adulte, c'est différent. Ce sont plus souvent des métastases, donc un cancer venu d'ailleurs, ou des tumeurs des nerfs comme le neurinome. Troisième partie, et on arrive au cœur du conflit. Que se passe-t-il quand une masse se met à grossir dans une boîte qui, elle, ne peut absolument pas s'étirer? Cette courbe, elle résume tout le drame. Au début, dans la zone A, le cerveau est incroyable, il compense, il fait de la place. Mais ça ne dure qu'un temps. Très vite, on bascule dans la zone B, et là, c'est le point de rupture. C'est l'image du pneu qu'on gonfle trop. À la fin, un tout petit peu d'air en plus et la pression monte en flèche, de façon exponentielle. Le cerveau n'a plus aucune marge. Et la conséquence ultime de cette pression explosive, la voilà. Ça s'appelle l'engagement, ou la hernie cérébrale. Le cerveau est tellement à l'étroit qu'il est poussé de force vers le bas à travers le trou à la base du crâne. C'est une urgence vitale absolue, parce que ça vient écraser le tronc cérébral et donc couper les signaux qui nous maintiennent en vie. Alors, comment est-ce que le corps tire la sonnette d'alarme? On passe à notre quatrième section. On va apprendre à décoder les symptômes, les indices qui trahissent ce qui se passe à l'intérieur. Chez un enfant, c'est très subtil au début, et c'est ça qui est piégeux. Une irritabilité qu'on ne comprend pas, une maladresse nouvelle, des chutes, ou alors une baisse des notes à l'école. Ce sont des petits signaux qui, pris séparément, peuvent sembler anodins. Mais quand on les met bout à bout, ils commencent à raconter une autre histoire. Puis, à mesure que la tumeur prend de la place, les symptômes deviennent beaucoup plus clairs. Et ils s'organisent en deux grands syndromes, un peu comme deux signatures différentes qui nous disent exactement où se cache le problème. Et pour comprendre ça, il faut regarder la carte du cervelet. Il y a la partie du milieu, le vermis, qui est le chef d'orchestre de notre équilibre global, et puis il y a les parties sur les côtés, les hémisphères, qui gèrent la coordination fine de nos bras et de nos jambes. Du coup, c'est assez logique. Si la tumeur touche le vermis, au centre, c'est tout l'équilibre qui est perturbé. La démarche devient instable, un peu comme quelqu'un qui a trop bu. Par contre, si la tumeur est sur un des hémisphères, sur un côté, alors c'est la coordination de ce côté-là qui va flancher. Les gestes deviennent imprécis, il peut y avoir des tremblements, et même la parole peut devenir hachée. On arrive à notre dernière section, la résolution de notre enquête. Comment la médecine d'aujourd'hui s'y prend-elle pour affronter ce défi de haute voltige? C'est une stratégie en 3 temps, une véritable opération de précision. D'abord, l'imagerie, avec l'IRM et le scanner, pour obtenir une carte en 3D de la tumeur, au millimètre près. Ensuite, le moment le plus critique, la chirurgie. L'objectif, c'est de tout enlever, sans abîmer les autoroutes nerveuses juste à côté. Et enfin, selon le type de tumeur, on complète avec des thérapies ciblées, comme la chimio ou la radiothérapie, pour éliminer la moindre cellule restante. Et on termine sur cette note, qui est une note d'espoir.
Grâce aux progrès incroyables, que ce soit en anesthésie, en instruments chirurgicaux ou en traitement, le pronostic a radicalement changé. Cette histoire de pression dans une boîte inextensible n'est plus forcément une tragédie. C'est devenu un combat de précision, un combat que la médecine, heureusement, gagne de plus en plus souvent.